Ravi de vous retrouver à la présentation de ce 20h. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, les titres. À la une de ce journal, la vaste polémique autour du cumul des mandats. Les Sénégalais interrogés sont pour le slogan « Une personne, un poste ». Moundiaye Cissé, directeur de l'ONG 3D, opte pour un monitoring afin de mettre fin au cumul des mandats. Quant à Gana Mbaye, maire de Bambey, il affirme avoir bel et bien reçu la lettre de démission d'Aïda Mbodj du conseil municipal, lettre qu'il a transmise à l'autorité administrative. Au sein de la justice également, la polémique autour des cumuls de fonctions fait rage. L'engagement politique de certains magistrats est vivement contesté par le gouverneur Saliou Sambou qui parle d'opportunisme, vous l'entendrez dans ce journal. Malaise à la direction générale des impôts et domaines. Le syndicat des travailleurs dénonce ce qu'il considère comme un népotisme de la part de la direction. Les travailleurs menacent de dérouler un plan d'action si rien n'est fait pour apporter des correctifs à leur situation. Plus de 30% de la production locale d'oignons pourris, faute d'espace de stockage. Constat dressé par l'ARM, l'Agence de régulation des marchés, juge toutefois la production annuelle suffisante et satisfaisante pour les besoins des consommateurs. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous le disais donc, Aïda Mbodj a bel et bien démissionné de son poste de conseiller municipal depuis le 2 mars dernier. Assurance faite par Gana Mbaye, le maire de Bambey, qui affirme avoir transmis la lettre de démission à l'autorité administrative. Le maire de Bambey a fait cette sortie en marge d'une assemblée générale de la fédération PDS ce week-end. Il est au micro de Mohamed Diop et Fala Samb. Oui, effectivement. Madame Aïda Mbodj a démissionné du conseil municipal. Moi-même, j'ai reçu sa démission et je l'ai transmise à qui de droit, à l'autorité compétente. Elle a démissionné effectivement le 2 mars 2016. Mais nous n'attaquerons pas cet avis-là sous cet angle-là. Nous pensons que c'est la procédure même qui doit être attaquée. Parce que dans les documents qu'ils nous ont envoyés, ils font toujours allusion à l'article 96. Alors que l'article 96 là régissait plutôt le conseil régional. Le conseil départemental n'existait pas au moment où cet article 96 était mis en place. Mais ce qui régit effectivement le conseil départemental, c'est le code général des collectivités locales qu'on a eu à mettre en place après l'acte 3 de la décentralisation. Et dans ce code général des collectivités locales-là, et plus précisément dans son article 56, on programme la manière dont un président de conseil départemental doit être destitué. Et cette procédure-là n'a pas été respectée par la loi. Et je pense que nous avons suffisamment de preuves, suffisamment d'éléments. Et toujours à propos du cumul des mandats qui fait actuellement polémique, le directeur de l'ONG 3D se prononce. Moundiaye Cissé invite les préfets à faire un monitoring de tous les cas de cumul pour y mettre un terme. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Chérif Dia et Marjan. Moi, je pense que le cas Aïda Mbodj doit être un prétexte pour poser le débat de fond sur le cumul des mandats de façon approfondie. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas que Aïda Mbodj, si c'est avéré, qui est dans cette situation. Ce qui fait que donc on doit aller plus loin que cela pour que ce ne soit pas une injustice, que ça ne semble pas un acharnement sur la personne d'Aïda Mbodj. Je crois qu'aujourd'hui l'État, notamment les préfets, qui sont les représentants de l'État, doivent faire un monitoring exhaustif de tous les cas de cumul parce qu'ils sont dans la possibilité de les détecter pour les poser sur la table. L'autre aspect, c'est qu'on doit aller au-delà même du cumul sur les 3 mandats électifs. Le cumul est un phénomène qui entrave la promotion et l'éclosion d'expertise locale. On ne peut pas être omniprésent comme Dieu. Je crois que dans les collectivités locales, des compétences avérées, des expertises avérées qui sont en mesure d'exercer des fonctions de président, de conseil départemental et de maire. On doit aller plus loin, l'appliquer même pour les ministres, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y va d'une gestion plus efficace et efficiente de nos collectivités locales. Les Sénégalais se sont également exprimés sur ce sujet au micro de nos reporters. Ils ont récusé le cumul des mandats de certains hauts cadres de la République et préconisent le slogan « Une personne, un poste ». Un slogan qu'ils trouvent salutaire pour le respect des lois et règlements établis. Mamadou Fall.
Le cumul de fonctions, une tare de la société sénégalaise, d'Abdou Diouf à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade, certains Sénégalais évoquent leur ressemblance dans leur façon de gouverner. Ministre-maire, député-maire ou mieux, une seule personne qui cumule 7 postes. Un frein pour le développement. C'est anormal qu'une seule personne occupe plusieurs postes. Karim Wade, par exemple, a été victime de son propre père. C'est Abdoulaye Wade qui lui a donné 7 postes. C'est la raison pour laquelle on entend des milliards retrouvés dans des comptes bancaires à l'étranger. On a vu des ministres maires, des députés maires, ce qui est anormal. Je ne suis pas du tout d'accord qu'une seule personne occupe 2 postes, que chacun occupe une seule fonction pour que notre pays se développe. Déception chez certains Sénégalais qui disent que Macky Sall et son gouvernement n'ont pas respecté les promesses faites au peuple. Le président Macky Sall n'a pas respecté ses engagements. Il nous avait promis monts et merveilles, qu'il laisse Aïda Mbodj tranquille. Il a eu à cumuler plusieurs postes. Le président de la République et les membres de son parti font comme le PDS. La solution, une personne, un poste. Je pense que le cumul de fonctions, ce n'est pas bon pour le Sénégal. Un pays en voie de développement. Chacun doit avoir un poste. Et ça y est. On croit tous qu'on doit faire de la politique pour avoir une certaine autorité. 2 à 3 fois, c'est pas normal. Pas normal. Il faut qu'on mette les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Le cumul de fonctions, une tare de la société sénégalaise, d'Abdou Diouf à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade, certains Sénégalais évoquent leur ressemblance dans leur façon de gouverner. Ministre-maire, député-maire ou mieux, une seule personne qui cumule 7 postes. Un frein pour le développement. Et autre polémique qui occupe cette fois-ci le devant de l'actualité, c'est dans le monde de la justice où l'engagement politique de certains magistrats est vivement contesté. Selon le gouverneur Saliou Sambou, on ne peut être magistrat et politicien à la fois, et ceux qui s'adonnent à ces pratiques sont tout simplement des opportunistes. Il s'est exprimé dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Jafar Abba. Ils sont nombreux, ces hauts fonctionnaires ou technocrates qui, au bout d'un moment, créent des mouvements de soutien dans le but de s'engager politiquement aux côtés du régime en place. L'exemple des magistrats de la Cour des comptes peut être une illustration. Cheikh Issa Sall et Amadou Lamine Dieng sont accusés par leur père de mener des activités politiques. On donne l'impression, parce que c'est ce qu'ils appellent la loyauté vis-à-vis de celui qui vous a nommé. En fait, le problème, c'est que celui qui vous a nommé ne vous oblige pas à vraiment militer dans son parti. Mais de fait, les gens croient que si maintenant vous avez un ton qui ne colle pas avec la réalité du parti au pouvoir, certainement vous allez gêner et certainement vous risquez de perdre votre poste. Pour le gouverneur Saliou Sambou, des actes de ce genre relèvent très souvent de l'opportunisme des politiques qui mettent en sursis le développement économique. Ça fait partie des tares des administrations au niveau de l'Afrique. Parce qu'en réalité, des gens peuvent être formés pour régler certains problèmes. Mais ils se taisent parce qu'ils ne veulent pas choquer. Mais résultat du course, c'est qu'on est toujours à la même place. De Senghor à Macky Sall en passant par Abdou Diouf ou Abdoulaye Wade, ces pratiques ont toujours existé, s'inspirer des exemples de la France ou des États-Unis pourrait aider à résoudre le mal. C'est nos démocraties qui sont encore fragiles. Parce qu'ailleurs, dans les pays développés, les gens sont libres de ton. Parce que vous voyez bien, des fois, même des conseils techniques, ils ont des difficultés avec les ministres. Parce que tout simplement, les ministres, ils veulent faire savoir que c'est eux les responsables. Évidemment, quand il y a vraiment un problème, c'est le ministre qui est sanctionné. Un défaut qui, selon le gouverneur, sera tout de même difficile à effacer du fait des pesanteurs sociales et de la pression de l'entourage. Et nous restons dans le domaine de la justice avec cette question. Les huissiers de justice ont-ils mal à leur pratique? Une question légitime au regard de nombreux préjugés qui entourent leur métier. Selon des auxiliaires de justice, la fonction d'huissier reste encore méconnue et mal perçue. Et pourtant, c'est une profession au service d'une justice de proximité. Les adeptes de ce métier tant critiqué tenaient une rencontre. Aïssatou Paye a assisté, son compte rendu. Un qualificatif. C'est un boulot
un peu dégueulasse, mais c'est dans le cadre de la loi. C'est ainsi que le Sénégalais perçoit le métier d'huissier de justice. Est-ce parce que beaucoup d'entre eux le méconnaissent? Oui, dira M. Aloïs Ngom, et il compte bien apporter des éclairages pour une meilleure appréhension de la fonction. Les Sénégalais doivent savoir que l'huissier de justice est un auxiliaire de justice. Il est là pour tous les citoyens, aussi bien les débiteurs que les créanciers. Et il a la capacité de pouvoir concilier les parties avant même d'aller devant le juge. Autre problème soulevé par les Sénégalais, les coûts des prestations de ces auxiliaires de justice, jugés trop coûteux. Pour la cherté des coûts, je dois d'abord dire, moi je suis arrivé dans la profession en 1995 et j'ai trouvé un tarif qui datait de 1984. C'est 20 ans après que ce tarif a été modifié en 2009. Et n'oubliez pas que les huissiers de justice ne travaillent pas seuls. Ils ont des collaborateurs, ils ont des secrétaires, ils ont des clercs qui doivent être rémunérés, inscrits au niveau des institutions sociales. Ça a un coût. À leur tour, ils énumèrent les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions. Les huissiers de justice rencontrent bien entendu des difficultés dans l'exercice de leur ministère. Je prendrai l'exemple des huissiers qui vivent dans les départements de l'intérieur du pays, où il n'y a pas de matière civile et commerciale, et où ils ne travaillent que pour le ministère public. La convocation des citoyens devant les juridictions pénales. Et très souvent, pour se faire payer le coût de ces cédules, les frais donc afférents à ces cédules, ils peuvent rester 3 ans avant d'être payés. Le 27, 28 et 29 avril se tiendront un séminaire de renforcement des capacités et des journées scientifiques en marche des 4e rencontres Afrique pour célébrer le 20e anniversaire de l'appel de Dakar. Une affaire de népotisme pollue l'ambiance au sein de la Direction générale des impôts et domaines. Sur place, le syndicat des travailleurs dénonce un traitement inéquitable entre agents et prévoit de dérouler un plan d'action si rien n'est fait pour apporter des correctifs à cette situation. Nafissatou Silla. Recrutement massif, népotisme, traitement salarial inégal à la DGID, entre autres griefs du syndicat des travailleurs de l'administration fiscale. Le staff refuse toute injustice à la DGID. Les recrutements massifs dont on parle même dans la maison, la plupart de ces agents sont des parents et protégés des syndicalistes maison et des chefs de service de la DGID. Donc ça eux-mêmes se contredisent. La DGID est un exemple, non seulement un exemple patent, mais aussi un patient par lequel le traitement doit commencer. Et le système des paniers n'est pas en reste. C'est un système qui divise les agents en 2 catégories tout simplement, au-delà même c'est une catégorisation des agents qui est en dehors de la catégorisation légale définie par la fonction publique. La fonction publique catégorise les agents suivant ce qu'ils appellent des hiérarchies. Eux, ils se sont réveillés pour faire fi de tout cela, en disant que les agents sont divisés en sortant de l'ENA et non sortant de l'ENA, et ce qui est inadmissible. Autre revendication, le classement des travailleurs. Pour le syndicat, l'administration fiscale doit revoir sa démarche. C'est dû au fait que dans le processus d'ingénierie et d'acquisition, mais les experts maison ont été écartés. Des gens se sont autoproclamés experts en système d'information et ça a donné ce que ça a donné. On crée une commission de gestion des carrières. Dans cette commission, ils continuent à appeler des Bac plus 5 agents d'appui. Et ça, c'est extraordinaire. Certains départements, comme les statistiques ou l'informatique et ailleurs, mais on vous dit que c'est un inspecteur des impôts qui doit le diriger. Et s'il n'est pas qualifié pour ça, pourtant, il y a des ingénieurs informaticiens, il y a des ingénieurs statisticiens. Dans les jours à venir, le syndicat des travailleurs de l'administration fiscale entend dérouler une série de plans d'action et prévoit un congrès extraordinaire le 14 mai prochain.
La CSA, la Confédération sénégalaise, plutôt la Confédération des syndicats autonomes, s'est penchée sur les enjeux de l'acte 3 de la décentralisation. Le secrétaire général de cette corporation estime qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans cette réforme qu'il urge de rectifier. Mamadou Diouf s'exprimait en marge d'une journée de réflexion sur la mise en œuvre et les enjeux de l'acte 3. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Où nous démarrons, nous sommes beaucoup plus dans une posture d'écoute et de discussion. Mais en tout état de cause, déjà des phénomènes sont en train d'être identifiés dans les politiques de communalisation, tels que les transferts des compétences sans transfert des moyens, la nécessité de revoir véritablement le financement de la décentralisation, la nécessité également de revoir la fiscalité locale, la nécessité de doter les communes de moyens qui leur permettent d'assumer leurs responsabilités. Et à l'instar de Mamadou Diouf que vous venez de voir sur ces images, Mamadou Diop, ancien maire de Dakar, s'est également exprimé sur le sujet. Il pense que la bonne gouvernance doit se traduire dans le choix des hommes. Je vous propose de l'écouter, toujours au micro de Seynou Thiam et Bira Diagne. Que ce pays-là mérite une meilleure gouvernance, à tous les niveaux. La gouvernance, c'est quoi? C'est mieux gérer ce que nous avons. Nous n'avons pas grand-chose. Mais nous avons un potentiel humain important, mais nous avons également une manière de faire, un comportement pour que les affaires publiques soient l'affaire de tous. L'agent qui est choisi pour assumer une responsabilité doit être compétent, il doit être expérimenté, il doit avoir le sens de responsabilité, il doit avoir de l'imagination. Mais de même, l'action que nous menons au service des populations doit être une action transparente, une action légale d'abord, régulière, transparente, concertée, planifié dans le temps. Donc nous avons à relever ces défis et tous les Sénégalais doivent partager cette volonté de changer le cours des choses. Allez, parlons consommation à présent. Avec la production annuelle de l'oignon local jugée largement suffisante pour satisfaire les ménages, c'est l'Agence de régulation des marchés qui dresse le constat. L'ARM déplore toutefois que 30% des récoltes pourrissent avant commercialisation faute d'espace de stockage. Un bilan tiré lors d'une rencontre tenue sur la campagne de commercialisation de l'oignon. C'était à Louga, une correspondance signée Tchernoufal. Avec une production qui tourne autour de 350 000 tonnes par an, l'autosuffisance en oignons peut être largement atteinte au Sénégal, estime l'Agence de régulation des marchés. Mais 350 000 tonnes suffit largement pour la consommation du Sénégal. Donc techniquement, on a atteint l'autosuffisance en oignons. Mais aujourd'hui, malgré cette importante production, chaque année, le Sénégal importe de l'oignon pendant 4 mois. Et bizarrement, malheureusement, on continue à importer, pratiquement 4 mois d'importation d'oignons chaque année. Donc il y a problème. C'est parce que soit nous avons des problèmes sur les statistiques, et ça je pense que ce n'est pas de problème statistique. Le problème majeur, c'est ce qu'on appelle les pertes post-récolte. Il y a pratiquement environ 30% de la production qui est perdue. Problème de conservation, etc., problème de stockage. Et c'est à ce niveau-là, aujourd'hui, je pense qu'il faudra travailler. Pour résoudre ces problèmes liés au manque de magasins de stockage, de grands efforts sont en train d'être faits par l'État qui a un projet de construction d'un magasin de 10 000 tonnes à Potou qui assure 65 à 80% de la production. Li moy réglé ko indi ben magasin bo xamné day stockage 10 000 tonnes bokk li fi nekkoon lolu amna solo lolu day tangal soble bi day seral soble bi né nañu stock 8 mois la bo ci dugalé 8 mois soble bi lu la nga def ko. Comme chaque année, pour préparer la campagne de commercialisation de l'oignon local, l'ARM a rencontré les producteurs des Niayes à Potou. À l'issue de la réunion, les prix conseillés pour cette année sont 200 francs le kilogramme à Potou, 230 francs arrivés à Dakar et 260 francs le prix du kilogramme au détail. Et puis, bonne nouvelle pour les agriculteurs du fleuve Sénégal. L'État vient d'accéder à une de leurs vieilles doléances, l'allègement des factures d'électricité. Désormais, ces derniers n'auront plus à subir les affres de la tarification fixe en dehors des périodes de campagne agricole. La mesure, naturellement saluée par les bénéficiaires, entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole destinée à faire atteindre au Sénégal l'autosuffisance en riz, et ce, dès 2017. Ousseynou Diop, Abib Sek.
Producteurs, partenaires et agents de l'État sénégalais ont participé à la rencontre. L'objectif est d'institutionnaliser la prime fixant période haute activité afin de supprimer la tarification de l'électricité appliquée aux producteurs agricoles, surtout ceux de la vallée du fleuve Sénégal. Une doléance que l'État du Sénégal veut résoudre définitivement au grand bonheur des producteurs. Cette rencontre nous a permis également de réitérer la demande que nous avions faite, c'est de supprimer la prime fixe hors exploitation, ou moins de l'alléger pour que les factures d'électricité soient moins élevées au niveau de la production. Dans plusieurs périmètres agricoles, le coût de l'électricité représente plus de 50% de la redevance hydraulique. Pour atteindre les objectifs de l'autosuffisance en riz, l'État a pris cette décision pour soulager la souffrance des producteurs. Une première pour mettre en application des mesures qui ont été prises par M. le Président de la République, allant dans le sens d'alléger la facture électrique par rapport aux acteurs de la filière riz. Avec l'application de la tarification hors exploitation, la Sénélec compte aussi accompagner les producteurs. Des séances de formation sont aussi prévues pour aider les paysans. Et il y a des comportements, par exemple dans la consommation et dans l'utilisation, qui peuvent être améliorés pour abaisser aussi les coûts de l'électricité. Certains producteurs de la vallée du fleuve Sénégal font 2 à 3 campagnes dans l'année. Avec la suppression de la tarification de l'électricité, les rendements seront surtout revus à la hausse. Et nous quittons le nord pour Rufisque et c'est pour parler d'un projet destiné à lutter contre l'érosion côtière. Le Dakar Gate, c'est le nom de ce projet, de ce système plutôt conçu pour bloquer l'avancée de la mer et ce en construisant des barrières dans la vieille ville où la mer progresse à vive allure. La mise en œuvre du Dakar Gate s'impose. Les populations plaident en faveur de son intégration dans le plan Sénégal émergent. Une correspondance signée encore au Thiam et Beradiane. Avec l'avancée de la mer qui constitue une réalité à Rufisque, le projet Dakar Gate élaboré depuis 2005 est bien accueilli dans la vieille ville. Du côté de la municipalité, l'engagement est réel sur ce projet qui consiste à ériger des plateformes dans la mer avant d'y construire des immeubles collectifs et des centres commerciaux. Le projet Dakar Gate, il faut dire qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un très important projet destiné à l'aménagement du littoral de Dakar à Yen. Mais également pour ce qui concerne puisque récupérer, n'est-ce pas, les terres que la mer avait prises à la ville et faire les aménager à travers, n'est-ce pas, des épis qui seront implantés pour créer des anses et maintenant réduire la force maintenant des vagues pour protéger la côte. Et à partir de ce moment-là, construire des plateformes sur lesquelles seront érigées des habitations, des hôtels et des centres commerciaux. Mais également, il s'agira de reprofiler les canaux à ciel ouvert et faire en sorte, n'est-ce pas, qu'ils jouent le rôle qui était initial. Des autorités municipales et des Rufisquois qui souhaitent que ce projet, qui est une réponse à la montée des eaux, soit inscrit dans le plan Sénégal émergent. Nous devons tout faire pour que, n'est-ce pas, le projet Dakar Gate soit une partie intégrante du PSE. Parce que je vous le dis, le président Macky Sall ne saurait avoir un meilleur élément de bilan. Nous demandons au président de la République de prendre en compte Dakar Gate dans son ambitieux programme du PSE. Vous avez vu que la digue de protection, cette digue-là est en train de s'effacer. Et rien n'est fait jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, le promoteur qui vient avec son argent bouclé, l'argent est sur place. Il n'y a pas 1 centime de l'État qui va aller dans ce projet, ni du côté de la mairie. Je dis que ça, c'est à saluer. Un projet dont le coût est estimé à 158 milliards de francs qui va permettre d'ériger 22 plateformes entre Dakar et Yen et qui, du coup, va régler également le problème de la mobilité urbaine par la voie maritime. Lutte contre le terrorisme à Saint-Louis, les imams et oulémas mettent en place une association dirigée par l'imam Ratib. L'objectif est de combattre ce fléau avec des sermons, mais aussi une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Suivons ici les explications de Cherfal, le secrétaire de cette toute nouvelle association. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek. L'islam, la racine, c'est As-Salam, c'est la paix. Donc nous allons chercher un argumentaire dans le Coran et dans la Sunna pour appuyer notre position et, comme il l'a si bien souligné, former les jeunes pour qu'il n'y ait pas de dérive au niveau de leur conception, au niveau de leur comportement, un comportement d'un musulman averti dans une société saine, vivant les valeurs cardinales de l'islam. La jeunesse, c'est une frange fragile de la société sénégalaise. De ce fait, il faut qu'on les sécurise en leur donnant des arguments
un argumentaire soutenu tiré du Coran et de la Sunna et des œuvres qui ont été écrites par nos différents intellectuels qui sont connus à travers le monde. Puis de Saint-Louis, nous mettons cap sur Ziguinchor. La capitale du Sud va bénéficier d'éclairage solaire. Déjà en phase test depuis bientôt 6 mois, le projet est initié par le maire de la ville. Abdoulaye Baldé souhaite remplacer les lampadaires électriques par des panneaux solaires, ce qui à terme permettrait d'amoindrir de façon drastique les délestages dans la ville. Il s'exprimait lors d'une visite de chantier au quai de pêche de Boudodi. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi. C'était une phase test, une phase pilote. Nous avons l'intention de développer, de multiplier, de telle sorte que ce type de lampadaire puisse être installé dans toutes les infrastructures marchandes, mais aussi dans plusieurs artères de la ville de Ziguinchor et des quartiers, surtout de la périphérie. Et nous avons constaté qu'à la pratique, ça s'est bien passé. Ces lampadaires s'allument toute la nuit et s'allument jusqu'au petit matin. Et donc, par conséquent, ça a beaucoup changé un peu le mode de vie de ces pêcheurs, mais aussi des femmes qui travaillent autour des activités de pêche. Nous allons essayer de l'étendre dans d'autres secteurs de la ville. Ça nécessite un financement très lourd, c'est des milliards de francs CFA, parce que nous avons un projet qui est très ambitieux, qui va concerner beaucoup de quartiers, qui va concerner aussi... Et nous refermons la page nationale de ce journal pour un tour d'horizon de l'actualité internationale. Elle nous mène tour à tour en République démocratique du Congo, au Burundi et au Burkina Faso. Récit signé Daniel Diouf. Le rapport d'un audit réalisé il y a 2 mois au Burkina Faso et publié samedi accable le gouvernement de transition conduit par Michel Kafando, accusé de mauvaise gestion. Les enquêtes commandées par le nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré à l'autorité chargée de lutter contre la corruption révèlent que la transition a beaucoup utilisé les procédures exceptionnelles, notamment sur la gestion de la commande publique. Près de 96 millions d'euros, soit un peu plus de 60 milliards de francs CFA de commandes passées durant la transition en violation des textes en vigueur sur la base d'ententes directes et d'appels d'offres restreints. Le rapport accuse le Premier ministre de la Transition, Isaac Zida, et 18 autres membres de son gouvernement d'avoir acquis illicitement des parcelles dans le quartier de Ouaga 2000 au sud de la capitale. Le document dénonce une situation qui ouvre la voie à des actes de corruption, d'enrichissement illicite, de blanchiment d'argent et de gaspillage des ressources budgétaires. Au Burundi, un général de l'armée, Athanase Kararuza, c'est son nom, qui a été trouvé mort ce lundi dans une attaque menée par des hommes armés dans la capitale. Il était conseiller du premier vice-président burundais en matière de sécurité, également ancien numéro 2 de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, entre 2013 et 2015. Il a été attaqué par un groupe d'hommes armés qui ont ouvert le feu alors qu'il déposait sa fille devant un lycée de la capitale. L'information a été révélée par des sources sécuritaires citées par l'agence France Presse et confirmée par le responsable de la communication de la présidence de la République burundaise. La femme et la fille du général ont également succombé à leurs blessures lors de cette attaque dont les auteurs n'ont pas encore été identifiés. Enfin, à Lumumbashi, une marche de l'opposition pour commémorer l'instauration du multipartisme dispersée par la police. Une manifestation considérée comme un symbole pour contester l'éventuelle candidature du président Joseph Kabila à un 3e mandat. Les partis d'opposition, tout comme ceux de la majorité, traditionnellement manifestent à cette date pour commémorer l'accession au multipartisme mis en place par l'ancien président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, en 1990. À Kinshasa, Bukavu ou encore Goma, des marches s'étaient déroulées sans problème particulier. C'est à Lumumbashi, 2e plus grande ville du pays, que des heurts ont éclaté. Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons avec du vélo. Le Tour du Sénégal de cyclisme se poursuit. Les coureurs ont bouclé la 2e étape à Saint-Louis. Le maillot jaune a été remporté par un Algérien. Il s'agit de Ben Youssef Abdallah. Il est au micro de Pape Faraning et Habib Sek. Oui, aujourd'hui c'est très difficile, c'est beaucoup de vent. L'étape c'était très loin, kilomètre à 165 km. Stratégie de l'équipe pour garder le maillot jaune. Alhamdoulilah, on a gagné une étape et maillot jaune. Maintenant vous êtes le nouveau maillot jaune, comment vous préparez aujourd'hui ?
Demain, nouvelle tactique. Je vais voir avec l'équipe et l'entraîneur. La plus longue étape. Demain. Oui, mais très chaud. Grande étape, normal, mais très chaud. Oui. Merci. Et puis du cyclisme, nous passons au judo. Les championnats nationaux de judo par équipe se sont déroulés ce week-end. 6 clubs ont pris part à cette première édition. Le tout nouveau entraîneur, directeur technique national, plutôt le DTN, en a profité pour présenter sa feuille de route. Nous écoutons Nyokhordong au micro de Chartidiane Diao. Je dois terminer le calendrier fédéral qui est en place. Il y a encore quelques compétitions qui restent à faire. Nos juniors doivent participer aux championnats d'Afrique qui auront lieu à Casa du 21 au 23 juillet prochain. Donc il y a toute une préparation qui est en vue par rapport à ces championnats d'Afrique. Bon, j'ai aussi mission pour présenter à la fédération un plan de développement du judo qui couvre la période 2016-2020, donc la prochaine Olympiade. Je vais quand même mettre l'accent sur l'enseignement des formateurs. Donc nous avons besoin d'avoir des formateurs pour relancer et rehausser le niveau de notre judo. Et puis nous quittons le tatami pour les gazons verts. C'est pour parler de la 20e journée de Ligue 1. L'US Ouakam a tenu en échec l'Olympique de Ngor sur le score de 2-2. L'entraîneur Malik Daf de l'US Ouakam se désole de voir ainsi son équipe concéder 2 fois l'égalisation sur des fautes individuelles. Ces propos sont recueillis par Chersali Boudjara et Mardien. Il y a des faits de match, comme on dit. Je félicite Gambar qu'ils ont gagné. Mais vraiment aujourd'hui, moi... Comme des fois tu dis que certaines choses on ne peut pas parler de la blague, mais aujourd'hui vous avez vu, moi vous avez constaté la blague, je ne peux rien dire parce qu'on va me suspendre après. Mais l'arbitre, comme les 2 matchs qu'on a joués, l'arbitre n'a pas été à la hauteur, nous avons qui n'ont pas été à la hauteur. Aller et retour, on a eu ça. Non seulement, même si ce n'est pas hors-jeu, je suis d'accord, mais il y a faute. Il amène le ballon avec la main au moins, c'est ça. Pas de regret parce que si un match comme ça vous le perdez, à la dernière minute vous perdez sur un but comme ça, il n'y a pas de regret, on a joué comme il fallait. Ils étaient venus pour nous agresser, on a répondu présent. On a des joueurs qui sont petits mais qui ont quand même une certaine vélocité musculaire et qui fait que voilà, on a été bien sur le plan au niveau de l'impact. On a répondu présent avec plus du jeu, plus de la vitesse. Je pense que voilà, nous on n'a pas fait des fautes exagérées, mais arbitre... Je pense que voilà, moi j'ai dit ce qu'on a fait nous donne la victoire, je pense que c'est mérité. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h, l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Et tout de suite, la suite des programmes sur votre chaîne de télévision préférée, c'est avec Chérif.